Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au journal. Vous êtes sur Spectrum Télévision. À la une de l'actualité de ce mardi 14 juillet 2020, politique, direction de l'UPC, le tribunal administratif du centre donne raison au docteur Baleguel Kot. Celui-ci avait attaqué la décision nommant Robert Bapolipot comme secrétaire général du parti du Crabe. On se rappelle que le mois dernier déjà, ce même tribunal rétablissait Edith Kawala au poste de présidente du CPT en lieu et place de Samuel Titafone. Lutte contre les dérives dans les médias et sur les réseaux sociaux, le gouvernement appelle les professionnels des médias à plus de responsabilité. Les ministres Libom Liliken des Postes et Télécommunications et Emmanuel René Sadi de la Communication ont donné un point de presse à ce sujet ce 13 juillet 2020 à Yaoundé. Pour ces responsables départements ministériels, le journalisme a perdu de sa superbe du fait de ses nombreux couacs. Tout en tirant la sonnette d'alarme, ils annoncent bientôt des répressions. Mesdames et messieurs, une fois de plus, bonsoir et bienvenue au journal. Je vous l'annonçais en titre, lutte contre les dérives médiatiques. Le gouvernement appelle les professionnels de médias à plus de responsabilités. Au moment où le climat social est fragilisé par de multiples crises, René-Emmanuel Sadi et Minette Libom Liliken annoncent des répressions très bientôt. Olivier Bouzik. C'est une mise en garde du gouvernement contre les professionnels des médias qui se livrent au lynchage des personnalités, à la désinformation, bref, à des dérives médiatiques en piétinant l'éthique et la déontologie professionnelle. Selon le ministre de la Communication, après la sensibilisation, la phase de répression est imminente. Face à cette campagne de désinformation qui n'épargne plus personne, ni aucun secteur de la vie nationale, le gouvernement en appelle à la prudence, au discernement et à la vigilance de l'ensemble de la communauté nationale, afin qu'elle ne se laisse pas prendre au jeu macabre de ceux qui, dans l'ombre, tissent la toile de cette ignoble duperie. Cette expansion des dérives médiatiques ces dernières années s'explique, selon cet expert en communication sociale, par une véritable absence de régulation dans ce secteur. Est-ce qu'un journaliste doit tout écrire sous prétexte que c'est l'actualité? Il y a des choses qui se disent sur les radios, qui s'écrivent dans la presse, qui se disent dans les télévisions et qui n'honorent pas notre pays, qui n'honorent pas notre profession. Le problème est davantage grave dans la presse en ligne et les réseaux sociaux que le ministre des Postes et Télécommunications tente sans cesse de contrôler. On fait la sensibilisation, on va continuer. Certains trouvent que c'est un jeu, c'est pas un jeu. Les Nations Unies encouragent avant la sanction de s'assurer qu'on a sensibilisé. Parce qu'il y a plusieurs qui font mal, parce qu'ils ne connaissent même pas. Il faut le leur dire. Pour l'expert, il faut prendre urgemment des mesures drastiques. Le journaliste n'est pas au-dessus de la loi. Le journaliste doit respecter les lois de son pays, il doit respecter l'éthique de sa profession. La stabilité du pays doit être sacrée pour nous tous. Les deux membres du gouvernement ont appelé journalistes et internautes à un usage responsable de ces nouveaux médias. Le journaliste Njoka Kingsley, incarcéré à la prison centrale de Yaoundé, Kondengui, dépose une plainte contre le porte-parole de l'armée, le capitaine de frégate Atonfa Ngemo Serge Cyril, pour propos tendancieux, entre autres, lors d'une sortie médiatique. L'un des conseils, Maître Amungwa, était face à la presse à ce sujet cet après-midi. Voici le compte rendu de Mireille Sabi. Violation de présomption d'innocence, diffamation, commentaires préjudiciables, divulgation des enquêtes de procédure judiciaire, telles sont les accusations qui pèsent contre le capitaine de frégate Atonfa Ngemo Cyril. Une plainte introduite par Kingsley Fomunyu Njoka près le tribunal militaire de Yaoundé. Notre client est encore devant le juge d'instruction. Notre client bénéficie toujours la présomption d'innocence. Son affaire est déjà devant les juridictions et la loi ne le permet pas. L'affaire fait suite au passage du porte-parole de l'armée camerounaise sur une chaîne de télévision locale. Atonfa est allé plus loin, d'annoncer à tout le monde qu'ils ont à leur disposition les laptops de M. Njoka comme
les preuves comme les pièces à conviction, quoi, pour démontrer comment Njoka fait ses opérations sur le terrain avec les terroristes. Que Njoka a même avoué devant eux. Je ne sais pas si M. Atonfak est l'un de ces enquêteurs du service central de recherche judiciaire. M. Atonfak n'a jamais rencontré Njoka. N'en parlons même pas du fait qu'il est même parti sur le terrain avec Njoka. Un téléphone Android, une carte datant du référendum, tels sont les éléments scellés de Kingsley Njoka pour des raisons judiciaires, indiquent ses avocats qui disent avoir récupéré, les autres dits sous scellés. Ça, c'est le papier que M. Atonfak a dit que c'est le coupon des impôts que Njoka est en train de collecter. Ça, c'est l'un des téléphones qu'on a pris chez M. Njoka, qu'on a fait rentrer. Me demander à quoi sert ce genre de choses dans l'enquête. Voici donc les ordinateurs, les marques. Ça, c'est les ordinateurs. Ça, c'est les ordinateurs. Voilà, avec le sac que j'ai à main. Voici donc les choses qui sont à la disposition du colonel Atonfak Siringemo, comme les pièces à conviction. Joint au téléphone pour avoir son avis sur le sujet, le colonel Atonfak a laissé dire, je cite, « Je n'ai pas de réaction ». Rappelons que Kingsley Njoka est actuellement en détention provisoire à la prison centrale de Nkondengui. Il est accusé de terrorisme. Peter Ballerin, l'ambassadeur des États-Unis au Cameroun, arrivé en fin de séjour, est en audience ce jour au Palais de l'Unité. Le président de la République et le diplomate américain ont échangé entre autres sur la coopération entre les deux pays. Au sujet de l'audience, au sorti de l'audience, Peter Henry Ballerin a déclaré qu'il quittait le Cameroun, le cœur serré. Triste et content à la fois, l'ambassadeur américain quitte le Cameroun après 3 années qui ont été marquées par des sorties médiatiques du diplomate qui n'ont pas toujours fait l'unanimité au sein de la communauté. Peter Henry Ballerin, qui quitte le Cameroun ce jeudi 16 juillet 2020, a présenté ses lettres de créance, rappelons-le, au président de la République. Le 22 décembre 2017, il remplaçait à ce poste Michael Stephen Hosa. Quelles caractéristiques et insignes officiels pour quel élu local le président de la République a signé ce 13 juillet 2020 un décret qui fait le distinguo? Les attributs et insignes officiels sont de 4 ordres, l'écharpe, l'insigne, l'épinglette et la cocarde. Le port est obligatoire suivant les cérémonies suivantes. Les fêtes et cérémonies officielles, les visites officielles des autorités gouvernementales et hautes personnalités dans la collectivité lors d'une célébration ou alors lors des célébrations des mariages et enfin lors des obsèques d'un élu local de la collectivité territoriale de rattachement. Par ailleurs, l'écharpe aux couleurs nationales ne peut être arborée avec les symboles d'un parti politique, d'une association ou d'une organisation religieuse. En attendant l'élection des conseillers municipaux, des conseillers régionaux, ceux-ci et les municipaux doivent arborer l'insigne pour les conseillers régionaux et municipaux lors des sessions de l'organe délibérant et lors des manifestations publiques. Préparation du budget de l'État pour l'exercice 2021. Le chef de l'État, une fois de plus, prescrit au gouvernement la réduction du train de vie. Pour certains analystes, cette mesure est impérative au regard des crises qui affectent les finances publiques. Olivier Bouzik. En juillet 2019, en prélude à la préparation du budget de l'État pour l'exercice 2020, le chef de l'État avait instruit au gouvernement une réduction considérable du train de vie de l'État. Plus de 50% du budget en effet était consacré aux dépenses de fonctionnement. Dieudonné Essomba fait partie des économistes qui se sont indignés de la situation. Le fait qu'il ait réitéré ça est un message clair que de son point de vue, le gouvernement qui défend le budget auprès de l'Assemblée n'a pas suffisamment tenu compte
des orientations du chef de l'État. C'est pour ça qu'il les réitère. Pour le budget de 2021, le chef de l'État réitère sa volonté de voir les dépenses de fonctionnement considérablement réduites, surtout dans un contexte de crise sanitaire qui s'ajoute aux crises sécuritaires et économiques dont souffre déjà le budget de l'État. Pour l'économiste, malgré les actions déjà engagées, notamment la réduction des avantages pécuniaires alloués aux fonctionnaires, l'opération de recomptage physique du personnel de l'État, beaucoup reste à faire. L'État n'a pas pour vocation de limiter la dépense. La dépense publique est un facteur incitatif à la croissance économique. Si vous réduisez les dépenses, l'économie ne tourne pas. Il faut noter que certaines de ces dépenses paraissent en réalité des dépenses inutiles, mais elles peuvent se révéler très importantes pour rester responsables. Donc il y a une certaine rigidité de ces dépenses-là. Si vous les supprimez, vous dégradez par la même occasion l'efficacité de l'administration publique. Donc il y a déjà cet aspect, à quoi évidemment s'ajoute des cupidités diverses, c'est-à-dire des gens qui ne veulent pas réduire leur niveau de vie. Il faut noter que le Parlement a également insisté sur une réelle réduction des dépenses publiques durant les débats d'orientation budgétaire lors de la précédente session. Le ministre de l'administration territoriale perd son bras de fer contre l'UPC, faction Baleguel-Côte. En justice, nos reporters ont échangé avec l'un des coordonnateurs du parti du CRAB à ce sujet. Je vous propose ce reportage de Émilie Sabi. En février 2018, le secrétaire général élu au dernier congrès de l'Union des populations du Cameroun proteste contre son limogeage par le ministre de l'administration territoriale. Un limonage qui met hors course l'UPC aux dernières municipales. Suite à cela, l'Union des populations du Cameroun émet à l'attention du Premier ministre et de l'opinion publique nationale et internationale une pétition contre l'acte du ministre Paul Atangandi, nommant à la tête du parti un secrétaire général autre que Baleguel-Côte. Il a été dit que l'UPC avait 2 listes, alors qu'il n'y a pas 2 UPC, il n'y a qu'une seule UPC. Parce que, après la mort d'Augustin Frédéric Kodok, il y a eu des congrès successifs. Le premier congrès a porté à la tête du secrétariat général le feu Papi Ndoumbe. Après le feu Papi Ndoumbe, c'est le professeur Lucas Basile qui a été élu secrétaire général de l'UPC. Si je ne me trompe pas, c'est en 2014. Au terme de son mandat, Baleguel-Côte a été plébiscité en 2017 lors d'un congrès qui s'est tenu au palais des congrès. Mais à notre grande surprise, nous avons été informés que le ministre de l'administration territoriale a nommé Paul Lipote comme secrétaire général de l'UPC par une note 00032-L-Minat-Cabinet du 17 juillet 2018. Jugeant sans suite les procédures, notamment au plan administratif qu'elle a entamé pour la réparation du préjudice subi, l'UPC a joui de la plénitude de ses moyens politiques et légaux pour mener son action. Et nous avons fait un recours en sursis. C'est-à-dire que nous avons déposé un recours auprès du tribunal administratif de Yaoundé. Après les élections, comme vous le savez, l'UPC n'est pas allé aux élections. Il y a quelques jours alors, la demande est là, par une ordonnance qui est sortie, dit que la demande de sursis de l'UPC est recevable et que cette demande-là est justifiée et que par conséquent, les effets de la lettre du MINAT surmentionnée sont suspendus en ce qui concerne l'UPC. Aujourd'hui, la justice donne raison à la fraction Baleguel, un nouvel échec qui suit le ministère de l'administration territoriale au Cameroun.
Les arrondissements de Douala 1er et 5e sont à ce jour les plus touchés par le coronavirus dans la ville de Douala. Des arrondissements qui ont de grands espaces de loisirs où ne sont pas respectées les mesures barrières contre la maladie à coronavirus. Inès Panga. À ce jour, le littoral compte plus de 2000 cas positifs de Covid-19 et fait partie des régions les plus touchées par la pandémie au Cameroun. Du 17 mars à aujourd'hui, nous avons dépisté et enregistré un certain nombre de cas positifs. Il s'élève en tout à 2857 cas positifs. Et nous avons également des guérisons que nous avons enregistrées. Je tiens à rappeler qu'ici, la guérison, c'est lorsque vous refaites votre deuxième test, soit à la PCR, soit alors si la PCR est en rupture, comme nous avons souvent des petits soucis, vous avez refait votre test antigénique qui s'est avéré négatif. Malheureusement, nous avons enregistré quelques décès, des décès confirmés, qui sont au nombre de 96 à ce jour. Dans le détail, les arrondissements de Douala 1er et 5e sont ceux qui enregistrent le plus grand nombre de cas positifs. Des arrondissements qui ont de grands centres de loisirs où les mesures barrières ne sont pas toujours respectées. Nous, dans ce que nous avons dans notre cartographie des alertes que nous avons enregistrées, il y a effectivement Douala 1er avec le district de santé de Daido qui est l'un des principaux districts cracheurs d'alerte. Et nous avons dans ce district-là le plus de cas positifs. Et puis, suivi de Douala 5e avec le district de santé de Bangé. Donc, il faut dire que c'est des districts, quand vous regardez la cartographie du district de santé de Daido, vous voyez Bonanjo, vous voyez Bonapriso, vous voyez c'est des quartiers chics, ainsi que Bangé avec Bonamoussadi, ainsi de suite. On pense qu'il y a quand même un certain type d'activité avec une prolifération. C'est des endroits où il y a le plus de concentration, des grands milieux où les personnes s'amusent, des snacks, des boîtes et tout ça. Il y a des grands marchés, comme le marché central, des trucs comme ça. Il est question que il serait probable que la contamination se passe beaucoup plus là-bas. Le premier arrondissement de Douala, qui abrite le district de santé de Daido, est alors devenu, avec ses nouveaux chiffres, la plaque tournante de la lutte contre la Covid-19 dans la ville de Douala et dans la région du littoral. Le district de santé de Daido est comme notre district pilote pour la plupart des projets que le ministère de la Santé met en œuvre dans notre région. C'est-à-dire nous commençons toujours par Daido et nous faisons une extension vers les autres districts. Je pense qu'aujourd'hui, nous avons des mécanismes de contrôle qui nous permettront vraiment d'apporter une réponse efficace à ces problèmes que nous avons enregistrés. Une lutte qui est désormais décentralisée. Les tests et la prise en charge des cas positifs se font dorénavant dans les centres de dépistage de masse et tout est gratuit. Il a été constaté que les populations respectent de moins en moins les mesures barrières contre le coronavirus. D'aucuns estiment d'ailleurs que ceci est la conséquence de l'assouplissement des mesures par le chef de l'État le 30 avril dernier. Pourtant, l'observation de ces principes lutte contre la propagation de la maladie à coronavirus. Inès Panga. L'assouplissement des règles de lutte contre la Covid-19, décidé par le chef de l'État le 30 avril dernier, est interprété par plusieurs comme étant une déclaration de la disparition de la maladie au Cameroun. C'est ce qu'on dit que Covid-19 là, non, c'était avant. C'est pour les blancs, les blancs non, man. Et ça, non, j'ai ça. On a ressenti que ça n'existe pas. Oui. Même moi, depuis que moi, je n'ai jamais vu d'être malade. Moi, j'ai mon cache-nez dans le sac. Si le client exige, moi, je porte juste pour vendre ma marchandise. Mais moi, je ne crois pas que le coronavirus existe. Pénible, c'est l'adjectif qu'emploient certains habitants de la ville de Douala quand ils parlent du respect des mesures barrières. C'est vraiment difficile de respecter ça. Parce qu'il faut laver les mains à chaque fois, porter les cache-nez, même avec toutes ces mesures-là. C'est vraiment difficile parce qu'on est en contact chaque fois avec l'argent, avec les matériels. On touche presque tout genre de choses. Des principes qui pourtant observés limitent la propagation de la maladie à coronavirus. Lorsque nous lisons les mesures éditées, il n'a jamais été question de ne plus porter le masque, de ne plus utiliser ou respecter les mesures barrières, lavage des mains, distanciation et tout ça. Mais la population ou nos populations, malheureusement, ont adopté de mauvaises pratiques. Et chacun
est responsable de la multiplication au pas de la pathologie. Si chacun à son niveau décide de respecter scrupuleusement ces mesures barrières, nous verrons que d'ici 1, 2, 3 mois, le coronavirus ne sera qu'un passé sombre derrière nous. On ne le dira jamais assez, le port du masque est obligatoire au Cameroun. Le lavage régulier des mains ou l'utilisation d'un gel hydroalcoolique sont des mesures de prévention contre la Covid-19 édictées par l'Organisation mondiale de la santé. Il faut préciser à votre suite, Inès Pangan, que le coronavirus est bel et bien présent dans notre pays et fait des victimes. Dans les marchés de Douala, les commerçants éprouvent de plus en plus de difficultés à vendre leurs marchandises. Et pour cause, la saison des pluies actuellement, qui constitue un véritable frein à leurs activités. Nous avons rencontré ce matin au marché central de Douala quelques commerçants qui ont accepté de nous raconter leurs difficultés pendant cette période. Makeda Lidinyoto. Le retour des pluies dans la ville de Douala ne fait pas les affaires de certains commerçants. C'est le cas de ce vendeur de vêtements rencontré ce matin ici au marché central de Douala. Avec la pluie, il est obligé de s'adapter. Ouais, en cette saison pluvieuse, là, nous les commerçants du marché central, nous trouvons beaucoup de difficultés avec cette pluie. C'est que ça, c'est les moments difficiles quand les pluies commencent à tomber comme ça. C'est le moment où tellement nous souffrons. Nous souffrons tellement avec le marché. Donc, comme vous voyez là, nous posons les parasols comme ça là, nous parfois nous achetons les nylons là, pour couvrir les marchandises. Mais sinon, c'est les moments les plus difficiles qui arrivent comme ça. Nous avons juin, juillet, août. Ce sont les périodes où le commerçant, le vendeur d'habits souffre tellement. Nous avons aussi les problèmes des clients. La clientèle n'entre pas. Parce que quand tu peux vendre un habit, tu fermes 2 jours avant de vendre notre habit. Parce que ça, c'est le moment le plus difficile. Mais il y a certains clients. Mais sinon, la pluie chasse beaucoup les clients. Donc, à ce moment, quand le commerçant voit ça, tellement il est mal à l'aise. La pluie nous dérange tellement même. Un autre secteur d'activité menacé par la pluie, c'est la commercialisation des produits de consommation comme le tapioca, semoule de manioc très répandu en Afrique. Ce vendeur dit souffrir en cette saison pluvieuse. Voici notre souffrance, voici comment nous on souffre ici en haute moment. Mais c'est un marchandise qui n'aime pas l'eau, ben nous on couvre ça avec le parasol. Quand il pleut comme ça, le client ne vient pas, mais après la pluie, le client vient. Il dit attendre alors impatiemment la fin de la saison des pluies pour écouler sa marchandise dans de meilleures conditions. L'information à l'international, c'est dans le Round-up Afrique avec VOA. Le procès d'Al-Hassan Hadj Abdoulaziz, djihadiste malien de 42 ans, s'ouvre aujourd'hui devant la Cour pénale internationale. Il est poursuivi pour crimes de guerre, crimes contre l'humanité, viol et esclavage sexuel commis dans le contexte de mariage forcé et destruction de mausolées à Tombouctou. Au Nigeria, 10 soldats ont été tués par des djihadistes lors de 2 incidents séparés dans le nord-est du pays. Les attaques ont eu lieu à Koumoula et Koloré, respectivement à 40 et 50 km de Maïdougouri, la capitale de l'État du Borno. La commission d'enquête de l'ONU sur le Burundi appelle le nouveau président à briser le cycle de la violence et à coopérer avec les Nations Unies. Depuis sa création en 2016, les enquêteurs de cette commission n'ont jamais eu accès à ce pays, faute d'autorisation. En Libye, le Parlement basé dans l'est du pays qui appuie le maréchal Khalifa Haftar a dit être d'accord avec une intervention militaire de l'Égypte en cas de menace. Le Parlement réagissait à un discours du président égyptien Abdel Fattah al-Sisi le 20 juin dans lequel il avait menacé d'intervenir en Libye en réaction à une implication directe de la Turquie. On parle sport à présent, karaté, une affaire de scandale sexuel secoue en ce moment la Fédération camerounaise de karaté. Depuis plusieurs jours, des témoignages d'athlètes ayant subi du harcèlement et des violences sexuelles de la part des dirigeants et officiels de cette fédération sont relayés sur les réseaux sociaux. On peut aisément lire que les menaces vont des sanctions aux radiations à qui ne veut pas se soumettre. Au cours des auditions qui ont commencé à la suite d'une plainte déposée à la brigade de recherche du centre, des témoignages les uns plus accablants que les autres ont été relatés. Plusieurs athlètes ont avoué avoir cédé sous le poids des multiples menaces. On parle également d'un cas de séquestration dans le domicile d'un responsable
Pendant des semaines, les parents de la fille la croyaient en stage bloqué. Malgré la plainte déposée au parquet où le procureur du centre administratif a instruit une enquête au centre de recherche judiciaire de la gendarmerie nationale, il revient que certains dirigeants disent être tout-puissants et ont pour preuve le fait que plusieurs athlètes ont essayé et ont abandonné en les laissant en poste. Je vous propose à présent d'écouter Maître Emmanuel Wakam, le président de la Fédération camerounaise de karaté, s'indigne contre ces accusations et ne se reconnaît pas dans cela. Je voulais donc rassurer tous les karatékas, tous les sympathisants, toute la grande famille du karaté camerounais, que moi, Wakam, en tant que président de cette fédération, que j'ai depuis 10 ans, je n'ai jamais, et je ne ferai jamais des actes odieux, des actes qui amènent l'homme à une dégradation. Au sein de la fédération, nous avons des objectifs. D'abord l'animation au niveau national, au niveau international, et faire le mieux de notre pays. Nous sommes partis de zéro en Afrique centrale pour être le numéro 1. Nous sommes partis de zéro en Afrique tout entière pour être dans le top 5. Nous avons pris part à 3 Jeux africains. À chacun de ces Jeux, nous avons remporté au moins une médaille d'or. Ça démontre tout simplement qu'aujourd'hui, le Cameroun rivalise avec tous les pays africains et les pays du monde. Donc ce genre de dépravation, je ne m'y connais pas, moi, en tant que président de la fédération, au sein de la fédération. J'ai eu à dénoncer une fois, nous étions en 2016 au Maroc, j'ai interpellé un de mes athlètes parce qu'il me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup d'affinités entre les athlètes. Et plus tard, on me dira que beaucoup d'athlètes entre eux sont en couple, sont mariés. Mais je n'ai jamais été au courant. Ça n'a jamais affecté les résultats de cette fédération. Ça n'a jamais créé autant de problèmes que les gens créent en ce moment. Je voudrais rassurer tout le monde pour dire, au sein de la fédération, certaines personnes peuvent avoir des comportements. Mais si je suis moi, président de la fédération, au courant, informé d'un certain comportement déviant allant dans ce sens pour dégrader un être humain, je vous assure que je sévirai. Je n'ai aucun sentiment. Avant de refermer ce journal, parlons de football. Comment redynamiser la gestion du football professionnel au Cameroun? Cette question a amené la Fédération camerounaise de football à travers le comité technique transitoire CIT à créer une commission ad hoc chargée de proposer de nouveaux textes, des textes qui vont régir le football professionnel actuellement très critiqué par de nombreux supporters. Makeda Lidinyocha. Le 8 juillet 2020, le président du comité technique transitoire en charge du football professionnel au Cameroun crée une commission ad hoc chargée de proposer de nouveaux textes pour cette discipline. Placée sous la supervision du comité technique transitoire, cette commission a pour mission d'élaborer le projet de statut type du club professionnel, le projet de contrat type du joueur professionnel et le projet de cahier des charges du club professionnel. En plus de cela, la commission ad hoc doit réfléchir sur les problématiques concernant la protection du joueur professionnel et le règlement des indemnités de formation et mécanismes de solidarité. Le comité technique transitoire précise que la commission dispose d'un délai de 10 jours à compter de la fin de ses travaux pour rendre son rapport final. La création de cette commission ad hoc est diversement appréciée puisqu'elle intervient dans un contexte de crise qui oppose la Fédération camerounaise de football à la Ligue de football professionnel du Cameroun. Celle-ci n'entend pas cesser ses activités malgré sa suspension décidée par la FECAFOOT il y a plusieurs mois. Et en attendant de voir si le rapport de la commission ad hoc aura un véritable impact sur l'organisation et la gestion du football, nombreux sont les supporters qui estiment que la professionnalisation de cette discipline est plus un mythe qu'une réalité. Je ne veux pas être trop dur, mais moi je pense que c'est par abus qu'on parle même du football professionnel au Cameroun. Parce qu'on n'a pas tous les moyens nécessaires d'abord au niveau de la gestion des joueurs. Donc la gestion, cette politique là ne permet pas qu'on puisse parler du football professionnel. Donc pour ma part, le football n'est pas tellement bien géré en tant que tel pour qu'on puisse parler du football professionnel. Un avis que partage cet autre supporter qui ne cache pas sa déception, lui qui espérait que la création de la Ligue de football professionnel du Cameroun allait changer les choses. De la création de la Ligue professionnelle de football, on s'était dit que les choses devaient s'améliorer, mais c'est plutôt le contraire, la déception totale.
puisque le championnat, rien n'a évolué, la construction, tout ce qu'on parle en matière de football, il n'y a pas eu d'évolution. Donc c'est la déception, honnêtement. Reste vivement attendu les nouveaux textes qui vont encadrer le football professionnel, synonyme peut-être d'un décollage de celui-ci. Et voilà qui met un terme à cette édition d'information. Mesdames et messieurs, merci d'avoir été des nôtres et bonne suite des programmes sur Spectrum Télévision.